Bonjour à vous et bienvenue dans cette conférence, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se poser ensemble une question pas anodine. Est-ce que l'orientation scolaire ne serait-elle pas révolue au vu de tout ce qui se passe dans la société et dans le marché du travail? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos réactions pour qu'on puisse échanger dessus ensemble. Alors pourquoi cette question, pourquoi cette problématique? Eh bien simplement parce que Pôle emploi annonce que 85% des métiers d'ici 2035 n'existent pas encore. Fort de ce constat, s'orienter en cherchant un métier n'est plus vraiment une bonne idée, mais je me demande, est-ce que ce ne serait pas plutôt un bon moyen de rater son orientation et son insertion que de s'orienter uniquement sur le métier? Puisque si on ne connaît pas les métiers de demain, et que la personne, on ne la prépare pas à s'orienter tout au long de sa vie, elle risque de se retrouver soit en période de réinsertion, soit en réorientation un peu plus tard. Alors, plutôt que de débattre très longtemps, j'aimerais partager avec vous, qui êtes sans doute professionnel de l'orientation, vous intéressez au sujet, 3 choses dont quasiment personne, et j'ai presque envie de dire personne sur la francophonie, ne parle lors de l'orientation. Il y a aujourd'hui 3 facteurs qui complexifient la période d'orientation, et il y a trop peu de jeunes et trop peu d'adultes qui sont préparés et qui sont même informés à ce qui est vraiment en train de se passer sur le marché du travail. Et c'est vraiment grave puisque au final c'est en train de se passer maintenant et on n'est pas dans l'anticipation, et en fait j'ai l'impression que la plupart des personnes qui travaillent vont subir le changement du marché du travail. Alors on va voir ces 3 choses qui sont d'un point de vue ce qu'on appelle les disruptions, de l'autre les enjeux qu'on connaît, le climat, mais il y a plein d'autres choses, et les nouveaux paradigmes émergents qui sont quelquefois totalement déconnectés avec ce qu'on fait lors de l'orientation. Alors premièrement, j'aimerais vous parler des disruptions. Alors ce mot, il n'est pas connu de tous, une disruption technologique entre guillemets, c'est une innovation qui, quand elle apparaît, vient transformer soit le marché du travail, soit la façon dont on communique les uns avec les autres, soit la façon dont on voit le monde, soit les 3. Il y a un très bon exemple, on peut faire une rétrospective, alors un peu plus en amont, on avait l'apparition de l'automobile et des voies ferrées, mais vous voyez, c'était une innovation. Il y a eu la machine à vapeur qui est apparue, puis après il ne s'est pas passé grand-chose. 1920, là on a quand même eu une période, on a eu quasiment 20 ans, de 1900 à 1920. Vous avez le téléphone qui a commencé à apparaître, vous avez l'automobile qui a commencé à apparaître et à se démocratiser, et l'électricité. Ensuite, mais il ne s'est pas passé grand-chose, mais si vous vous rappelez vos cours d'histoire, à partir de cette période, le monde s'est quand même transformé, la population accroît de façon exponentielle, et le marché du travail a été transformé. Il faut savoir qu'on avait plus de 3 Français sur 4, par exemple en France, qui travaillaient dans l'agriculture, là au début du siècle, fin des années 1800. Aujourd'hui, c'est très minoritaire. Et c'était il y a seulement 100 ans. Donc il ne se passe pas grand-chose, jusqu'à ce que dans les années 1980, paf, l'ordinateur apparaissent, suivi un peu plus tard d'Internet, et puis on voit comme ça qu'à chaque innovation, c'est le monde qui peut là s'accélérer effectivement, soit simplement être transformé. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe, vous avez 6 innovations, 6 disruptions technologiques en même temps, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, ce qui veut dire que techniquement, effectivement, c'est impossible de se projeter dans 10 ans, tout simplement parce que les choses vont très vite et il y a énormément de disruptions en même temps. La blockchain, pour faire un petit tour rapide de toutes ces disruptions, la blockchain, c'est la technologie qui est derrière les crypto-monnaies. Je mettrai des liens pour vous renseigner dans la description. La blockchain, c'est simplement une technologie qui vous permet de vous séparer des tiers de confiance. Par exemple, imaginons vous et moi, vous me vendez votre maison, on va au notaire pour attester que votre maison maintenant c'est la mienne. Avec la blockchain, c'est simple, c'est un réseau décentralisé, comme un livre des comptes ouvert à tous, que tout le monde peut voir. Et du coup, la transaction, au lieu de l'inscrire sur le registre du notaire, on va inscrire la transaction sur la blockchain. Et du coup, on n'a plus besoin de lui, du tiers, c'est inscrit aux yeux de tout le monde. Tout le monde vient valider notre transaction, tout simplement. Cette blockchain fait gage de confiance, en fait. On a ensuite le séquençage ADN, et puis il y a plein d'innovations au niveau de la médecine
qui émergent, à savoir que vous avez Ark Invest, qui est une énorme société d'investissement, pour ne pas dire la première aux États-Unis, qui nous dit quand même qu'à partir de 2030, vous aurez des organes qu'on pourra transplanter qui seront imprimés. Des organes imprimés. Et c'est déjà le cas. Donc dites-vous bien, ça paraît futuriste. Et en fait, c'est déjà là. Vous avez ensuite la robotique. Inutile de trop s'éterniser là-dessus. Vous avez le stockage de l'énergie et en même temps la production d'énergie. Aujourd'hui, on est un peu en récession énergétique. On a vu avec la crise de l'Ukraine que l'énergie, c'était un vrai problème. La consommation d'énergie ne fait qu'augmenter. Si on n'arrive pas à suivre, à un moment, peut-être que tout ça, ce ne sera pas possible parce qu'effectivement, blockchain, toutes ces innovations, ça demande de l'énergie. Mais il se pourrait qu'on ait la fusion nucléaire qui fasse son bout de chemin. On a des essais qui sont très prometteurs et qui pourraient offrir une énergie abondante et peu chère du coup. On a ensuite l'intelligence artificielle. Alors ça, si vous êtes dans l'orientation, je participais à pas mal de congrès. Et là, pareil, on voit que, ne serait-ce que pour l'orientation, le métier de conseiller d'orientation, il est fragilisé par l'intelligence artificielle, parce que maintenant, vous avez pas mal de startups qui prennent les données de l'élève et qui mettent un petit bot avec lequel l'élève peut converser. L'intelligence artificielle, ça avance extrêmement vite, donc ça pourrait remplacer énormément de métiers. Et le métaverse, que vous avez peut-être vu, Facebook a changé de nom pour s'appeler Meta. Le métaverse, c'est ça. Vous mettez un casque sur la tête et puis vous êtes dans un monde un peu parallèle, dans un monde numérique. Moi, ça ne me fait pas forcément envie, mais à savoir que les études disent que quand même, alors des études qui ont été faites aux États-Unis, et quand même la plupart des Américains disent qu'ils pourraient passer 4 heures par jour dans le métaverse à horizon 2030. Et vous avez une énorme économie qui est en train de se créer autour du métavers. Si on continue dans l'innovation, c'est clair qu'il se passera des choses là-dedans. Vous avez là ici la robotique. Alors à savoir que ça, j'ai pris cette photo, ça se passe en France, à Marne-la-Vallée. Il y a un restaurant où il n'y a pas vraiment de pizzaiolo. Le pizzaiolo, c'est un bras de cuisine qui fait votre pizza, qui la coupe, qui vous la vend. Donc alors c'est cool, ça fait des ingénieurs pour la machine, mais il n'y a plus de serveur, il n'y a plus de pizzaiolo. La fusion nucléaire, là, les organes qu'on peut imprimer, et puis l'intelligence artificielle, et puis la robotique, dont on ne sait pas trop ce que ça peut donner, tellement pareil, ça avance très vite. Alors ce qui est intéressant, et vous allez comprendre à quel point la situation elle est compliquée, et c'est vraiment essentiel d'en parler aux jeunes autant qu'aux personnes qui se reconvertissent. Donc vous avez toutes ces innovations qui pourraient transformer le marché du travail, qui pourraient en même temps créer énormément de travail, on ne va pas se l'enlever, on ne va pas se mentir. Mais de l'autre côté, vous avez aussi plein d'enjeux. Alors ici, j'ai repris les enjeux qui sont dans le livre Effondrement de Jared Diamond, qui est quand même best-seller et qui était recommandé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Et en fait, Jared Diamond, l'auteur, a simplement étudié les sociétés qui se sont effondrées dans l'histoire de l'humanité et il a listé toutes les problématiques qui, quand elles émergeaient, pouvaient provoquer l'effondrement d'une civilisation. Alors attention, je ne dis pas que c'est la fin du monde, par contre c'est clair que là on assiste à la fin d'un monde, la fin d'un modèle, il y a autre chose qui va se développer, notre façon de travailler elle va changer, notre façon de voir le monde elle va évoluer, dans le bon sens, dans le mauvais sens, à voir, j'ai pas de boule de cristal. Quoi qu'il en est, j'ai souligné tout ce qui était déjà actuel. Déforestation, restructuration de l'habitat, problèmes liés au sol, c'est déjà le cas. La gestion de l'eau dans certains pays, c'est déjà un problème. La chasse excessive, voire la pêche excessive, c'est déjà le cas. On a du mal à renouveler les écosystèmes marins, parce que justement, on les sollicite un peu trop. L'introduction de nouvelles espèces sur les territoires autochtones, alors ça a été un problème, notamment en Australie. On avait fait venir des espèces qui n'étaient pas prévues et du coup qui avaient un peu ravagé les écosystèmes. Notamment, je crois que c'est le lapin. Je vous invite vraiment à lire ce livre de Jared Diamond. Je vous mettrai un petit résumé dans la bio de cette vidéo si ça peut vous intéresser. La croissance démographique qui, quand elle n'est pas contrôlée, provoque des problèmes. Et puis l'augmentation de l'impact humain par habitant. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit d'un seul de ces enjeux pour provoquer de gros problèmes. Et là, on peut en souligner quand même 5. En plus aujourd'hui, les changements climatiques, l'émission de produits chimiques et toxiques pour l'environnement, les pénuries d'énergie, et puis l'utilisation maximale de la capacité de photosynthèse de la Terre par l'activité humaine. Alors ça fait beaucoup d'informations, comprenez juste que là, d'un côté vous avez plein d'innovations, on peut se dire waouh, le monde ça va être génial, et puis de l'autre côté, en fait, on a tous ces enjeux. Un moment,
là, il y a plein de futurs possibles, mais il y a un seul avenir. Tout ça, ça va s'entrecroiser. Peut-être que ces enjeux vont freiner l'innovation ou pas, ou peut-être qu'on ira dans l'innovation sans prendre en considération tout ça. Et puis, on verra quand on aura atteint un point de rupture ou pas. On a vu deux choses. Il y a une troisième chose qui est fondamentale à prendre en considération et qui va faire que il y aura de plus en plus de pauvres et de plus en plus de riches. Le paradigme de l'individu souverain. Alors, vraiment, c'est vraiment super important de comprendre ça parce que on parle beaucoup de pouvoir d'achat, c'est quand même des enjeux politiques qui sont importants et des enjeux individuels qui sont importants. Si on ne comprend pas ça, clairement, le pouvoir d'achat et de vous, des personnes que vous allez accompagner, n'ira pas en s'améliorant. Jadis, vous aviez ce qu'on appelle le paradigme de l'État souverain. C'est-à-dire que vous avez l'institution qui dictait un peu la vérité et puis la conduite à suivre aux citoyens. Dans ce paradigme-là, vous aviez quelques riches, vous aviez une énorme classe moyenne qui cotisait et qui pouvait en même temps faire égalité, fraternité, solidarité en France par exemple, et puis cotiser pour les plus pauvres. Aujourd'hui, on change de paradigme. La vérité institutionnelle, ça branche plus grand monde. Les gens ont envie d'être leur propre souverain. C'est-à-dire, et tout ça, ça se voit au quotidien, hein, puisqu'il y a une défiance des institutions qui s'opère depuis, quand on va vers la socio depuis les années 70, mais qui s'affirme davantage. Tout simplement parce que le poids de l'institution devient gros, alors que les gens veulent de plus en plus avoir leur souveraineté, c'est-à-dire leur indépendance, et prendre la place un peu de l'État. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez certaines entreprises qui ont un business model qui repose sur créer des communautés. L'entreprise qui crée une communauté est souverain et vit sur sa communauté. Exactement comme lors du paradigme de l'État souverain, comme c'est actuellement le cas. La masse de la classe moyenne cotise pour faire vivre là-haut les députés, les très riches, qui votent le SMIC, mais qui sont à peut-être 6 voire 10 fois le SMIC. Donc c'est ça, la classe moyenne alimente les riches. Sauf que là, maintenant, avec Internet, avec l'ultralibéralisme, chacun peut en quelque sorte créer sa communauté, son empire, et revendiquer sa souveraineté. Donc il y a une fracturation de la classe moyenne ici, pour plus de riches, mais une fracturation de cette classe moyenne qui, simplement parce que la vie devient de plus en plus difficile, de plus en plus chère, l'énergie va devenir de plus en plus chère, à moins qu'il y ait des innovations qui émergent, mais ce ne sera pas avant plusieurs années. On va voir la classe moyenne qui va simplement venir enrichir la classe des plus pauvres, hélas. Donc ça, comprenez bien que ce sont des choses qui sont en cours actuellement. Vous avez un livre qui s'appelle The Individual Sovereign, qui n'est pas traduit en français, mais que je vous mettrai dans la bio si jamais vous voulez aller plus loin. C'est vraiment super important quand on est professionnel et qu'on accompagne des gens d'avoir ces notions, parce que clairement, là, c'est l'avenir de demain qu'on peut anticiper si on comprend tout ça. Moi, quand je fais des accompagnements, que je proposais des bilans de compétences, j'allais proposer aux gens leur souveraineté, parce que justement, on peut apporter une connaissance de ce qui se passe au niveau de l'économie, des mutations qui sont en train de s'opérer pour prévenir tout ça. Et du coup, plus être dépendant d'un paradigme qui au final n'est plus actuel. Et si tu suis ça, tu vas simplement finir là. Donc, dans ce contexte, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et tout le but de cette conférence est de venir en même temps vous apporter de la connaissance et des méthodes qui peuvent justement permettre d'anticiper ça et d'aider une personne à s'orienter, à trouver sa voie et puis à s'épanouir tout en ayant conscience que c'est un petit peu le flou, mais quand on comprend et quand on anticipe, ça va. Ce que je vous propose de faire, c'est que l'orientation classique, on la couple à un accompagnement qui prépare les jeunes à un avenir qui est pour l'instant un peu flou, ce serait difficile de se projeter au-delà de 15 ans, afin de leur permettre d'acquérir leur souveraineté. C'est-à-dire ne plus dépendre d'un système qui est sur sa fin. Et c'est clair, si aujourd'hui vous êtes parents et que vous écoutez cette vidéo, il faut être honnête avec nos enfants, avec vos enfants, et leur dire que la vie que vous avez vécue, clairement, la leur va être très différente. Soit ultra
digitales, etc., comme c'est le cas, soit pour ceux qui ne pourront pas se payer des trucs digitaux et qui ne seront pas adaptés, ça va être un peu plus problématique. Et puis un peu plus difficile surtout. À moins, encore une fois, de prévenir et d'avoir la connaissance avant les autres. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de passer d'une orientation insertion, parce qu'on va pas se mentir aujourd'hui, l'orientation c'est tu trouves un métier, le but c'est pas de t'épanouir, c'est de t'insérer économiquement dans la société. On ne demande pas de trouver un métier pour être heureux, on demande de trouver un métier et d'être utile, entre guillemets. Donc c'est pas vraiment de l'orientation, c'est plus de l'insertion. Donc je propose de passer d'une orientation insertion à une orientation qui va être basée sur le sens et sur la conscience que le monde est en train de transiter et qu'on peut accompagner cette transition et puis en même temps trouver sa place, trouver un métier qui est en adéquation avec ce modèle vers lequel on va. Alors comment on accompagne vers ce monde d'après ? Je vous ai résumé un petit peu le avant, le après, et le après c'est le vers quoi on se dirige, et vers le quoi on devrait se diriger si on veut éviter la catastrophe. Alors tout ça c'est issu d'une conférence d'un conférencier qui s'appelle François Denis, que je vous recommande. Je vous mettrai le lien vers son YouTube et cette conférence si vous voulez approfondir la chose, alors qu'il parle beaucoup d'économie. Mais ça ferait beaucoup d'informations pour cette courte conférence que je voulais vous partager. Avant, au niveau de la société, on avait une dépendance du modèle et l'illusion que tout est abondance, tout est illimité, croissance illimitée dans un monde fini. Clairement, on s'aperçoit qu'au final, avec nos enjeux d'aujourd'hui, c'est plus possible. Et donc le monde d'après, c'est aller non pas vers la dépendance du supermarché dont on ne sait même pas d'où vient ce qu'on achète à l'intérieur. Les produits alimentaires qui font le tour du monde, clairement, on le voit avec le prix de l'essence qui augmente. Moins il y aura d'essence, plus le prix de l'essence va augmenter. Donc forcément, plus vous achèterez des choses de grande consommation, plus ça coûtera cher. Donc on va passer de ça à une souveraineté énergétique, c'est-à-dire une production nationale de l'énergie, souveraineté énergétique et souveraineté alimentaire, avec le développement de tout ce qui est circuit court et ce genre de choses. Produire localement, en fait, tout simplement. Ce qui nous dirige vers de nouveaux métiers, de nouveaux modes de fonctionnement. On ne se le cache pas, mais la façon dont on va vivre dans 20 ans sera différente de la façon dont on vit aujourd'hui. Et il faut, et on peut s'y préparer, et on peut bien s'y préparer. Au niveau technologique, on avait l'idée qu'on peut faire tous les progrès illimités, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. Sauf que innover, ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement. Dans le monde vers lequel on va, on se dirige plus vers une innovation qui est utile. Est-ce que tu veux innover pour du fun ? Par exemple, le délire du métaverse de Facebook. Ok, c'est cool, tu vas numériser la vie, tu vas pouvoir faire acheter des choses aux gens dans un univers numérique. Comme ça, tu résous le problème du fait que notre monde fini ne va pas nous permettre indépendamment de créer des choses infinies. Si c'est numérique, effectivement, tu peux tout faire. Mais est-ce que ce métaverse, qui au passage va demander énormément d'énergie, puisqu'il faut faire tourner les serveurs sur lesquels ça tourne, on peut se poser des questions. Donc on va aller du progrès illimité vers des innovations qui se veulent davantage utiles et sensées. Au niveau de l'individu, on était dans un mythe aujourd'hui de la consommation, voire de la surconsommation, et la soumission à l'institution. Et du coup, la soumission au marché financier, à l'offre et à la demande. Et on va aller vers une frugalité, c'est-à-dire faire peut-être plus, mais avec moins. Et vers cette envie d'être de plus en plus autonome. Alors ça s'affiche déjà chez certaines personnes, je ne sais pas, dans votre entourage commencez, mais moi je constate qu'il y a cette volonté d'être autonome, de quitter la ville pour aller développer son bout de jardin à la campagne, puis éventuellement de faire du télétravail, à voir. Donc ça c'est vraiment des idéaux qui sont en train d'émerger et qui émergent vraiment pour rester. Une personne qui là sera encore dans ce délire sur consommation, vu que la vie va être de plus en plus chère, bon courage sur le long terme. Au niveau de la spiritualité, et alors ça, on n'en parle pas lors de l'orientation, lors de l'éducation, et c'est un vrai problème, parce que la spiritualité fait partie de nous. La spiritualité, c'est le sens que l'on donne à sa vie
et le sens qu'on donne à son existence. Puisqu'il n'y a pas d'éducation spirituelle lors de notre éducation et à l'école, on grandit sur le mythe de la société, qui est le mythe capitaliste, et du coup, le sens qu'on donne, c'est l'argent. Et donc, voir des élèves, voir des jeunes ou voir des adultes être motivés par un métier, plus des jeunes pour le coup qui seraient en passe de s'insérer, moi je constate ça, je m'oriente si je ne sais pas quoi faire parce que ce métier, il gagne bien. Il ne faut pas s'en plaindre en fait, c'est normal qu'ils fassent ça. Puisque dans la société, il y a l'idéal et il y a l'idée que quand tu as de l'argent, c'est ok et tu peux tout faire. Donc on va passer de ce paradigme financier à quelque chose qui repose plus sur le sens, sur l'expérience de soi, sur la vie en fait. Ce qui est important, c'est plus l'argent, c'est la vie. Puisqu'on voit que les forêts brûlent, la biodiversité s'effondre et ce genre de choses, il y a quelque chose là qui est en train d'émerger au niveau de la société, qui émerge, ça prend du temps, mais ça va de façon exponentielle. De plus en plus, les gens vont chercher à connecter d'humain à d'humain. C'est pour ça que les entreprises qui se créent là pour faire de l'argent, sur le long terme, c'est pas ouf, puisqu'on va aller chercher un rapport humain. Puisque beaucoup de choses se digitalisent, s'autonomisent, ce qui va manquer à un moment, c'est l'humain. Donc tous les métiers de l'humain, pour le coup, je pense qu'ils vont être assez porteurs. Voilà, et donc pour en arriver à la conclusion de cette toute mini-conférence, je vais vous présenter la deuxième façon de s'orienter qui est adaptée au monde vers lequel on va aller dans tous les cas. Enfin, certains vont aller vers ce côté innovation, mais on va vite être rattrapé par la réalité, je pense, et il va falloir mixer ces deux orientations que je vous proposais. Vous avez là cette petite croix qui représente en fait l'être humain et ses potentiels, ses potentialités. L'orientation classique repose beaucoup actuellement sur l'intellect et le physique, ce que tu sais faire avec ton corps et puis ce que tu as dans la tête. On te pose la question qu'est-ce que tu vas faire ? C'est l'orientation classique. Et là, tu t'orientes en fonction de la demande du marché du travail, les formations qu'on te présente, les métiers que tu connais, ce que tu penses que tu es capable de faire, etc., etc. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle l'orientation intrapersonnelle, qui est une orientation qui est basée sur le potentiel émotionnel et spirituel de l'individu. Et là, en fait, on ne va pas trop se préoccuper des métiers. On va s'y préoccuper, mais à la fin, c'est une orientation qui est basée sur le sens et sur le choix de vie que l'on veut vivre. On éduque la personne, on transmet à la personne des outils pour qu'elle se forme en continu, qu'elle s'adapte à un monde qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, qui évolue parfois plus vite qu'on ne le pense. C'est une orientation qui est basée à 110% sur la connaissance de soi, sur la connaissance de qui je suis. Et du coup, la question là, c'est pas ce que tu veux faire, mais c'est qui tu souhaites devenir. Et ça règle le problème du métier. Parce que dans cette orientation-là, on peut faire émerger une mission de vie, un sens qui ne repose pas sur le métier. Et si ton métier, tu t'aperçois qu'il change, qu'il ne te correspond plus demain, c'est pas grave. Tu auras déjà un cap et tu sais ce qui pour toi sera important. Et ensuite, le métier, il viendra juste servir qui tu es. Et vous voyez que là, cette orientation, elle répond à un individu souverain. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont des mauvaises expériences avec les conseillers d'orientation classiques, puisque c'est une orientation basée sur la volonté de l'institution, sur le paradigme de l'État souverain. Sauf que ça, les gens n'ont plus envie de coller à une étiquette que l'institution projette sur eux. Les gens ont envie d'expérimenter la liberté d'être eux-mêmes. Et donc pour leur offrir la souveraineté, il n'y a pas vraiment autre chose que d'aller vers cette orientation un peu intrapersonnelle. Comment elle se passe ? Alors cette orientation intrapersonnelle, en fait, c'est simplement un voyage pour se trouver. Et c'est complémentaire à l'orientation classique. Faites bien attention à ça. Orientation classique et orientation intrapersonnelle sont deux choses qui doivent être complémentaires. Juste de l'intrapersonnel sans compréhension des métiers, ça n'a pas de sens, puisqu'il faut quand même être ancré réalité. Et une orientation classique sans cette dimension un peu spirituelle, sensée, une orientation sur les valeurs, ça n'a pas de sens non plus dans le monde vers lequel on va. Donc ce voyage, il offre simplement des outils
pour qu'une personne elle puisse s'orienter tout au long de sa vie. L'orientation intrapersonnelle, c'est une orientation qu'on fait en plusieurs actes. Premièrement, on prend conscience que, ok, le monde il est en train de changer. Dans ce monde-là, ce qui est important, c'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es. Donc on passe un gros temps à répondre à la quête identitaire des élèves ou des adultes, et ça qui est intéressant. Quand on cherche à voir, on est en pleine quête identitaire. Donc aidons les personnes à se trouver, plutôt que de leur donner l'illusion de savoir qui ils sont à travers un métier. C'est frustrant pour les élèves sur le long terme et ça ne les aide pas à savoir qui ils sont. Donc un gros temps ici, on prend le temps de se construire, de savoir qui on est et qui on veut devenir. Et une fois qu'on sait qui on veut devenir, on va simplement trouver un métier qui va nous permettre d'incarner cette personne. Et la transcendance, la personne, on la guide vers un alignement, elle est alignée avec ses valeurs, elle honore ses valeurs dans son métier, dans son travail, et puis elle se sent tout simplement accomplie et épanouie. Alors pour développer cette orientation basée sur le sens, personnellement je forme déjà des enseignants et des professionnels, et clairement on manque de bras, et du coup, si jamais vous voulez rejoindre l'aventure, dans la description, vous aurez un descriptif du programme Coachero, où là, c'est une équipe de personnes qui font essentiellement de l'orientation intrapersonnelle, autant avec des adultes qu'avec des élèves. Vous pouvez voir en même temps sur la chaîne YouTube ce que je fais avec cette méthode. Vous pouvez nous rejoindre, c'est vraiment un collectif de formateurs, d'accompagnants, de coachs, et puis on avance ensemble sur le long terme. C'est une équipe. Et de l'autre côté, vous avez la formation pour être praticien PEA, où là, vous allez pouvoir permettre à une personne de s'orienter en fonction de qui elle est, comprendre un peu ce héros qu'elle pourrait devenir demain, et les métiers qui pourraient correspondre à tout cela. Vous avez ici, là, avec le PEA, un outil de connaissance de soi ultra complet, donc que je vous invite à découvrir dans la description de cette vidéo. Voilà, et si jamais vous êtes d'une structure jeunesse, d'une structure éducative ou autre, et que ce que vous avez vu là, ça peut vous intéresser de partager ça à vos équipes, n'hésitez pas à envoyer un petit message, un petit mail, pour qu'on puisse échanger et puis voir ensemble justement comment adapter l'orientation, l'éducation à tous ces changements qui sont déjà en train d'arriver, tout simplement. Alors, si jamais vous posez la question, c'est vrai que je ne suis pas présenté parce que je trouvais que le contenu était plus intéressant et je préfère que vous ayez ces informations plutôt de savoir qui je suis. Pour aller plus loin, je m'appelle Alexandre Baillet. Depuis 2017, je suis spécialisé dans les processus liés à l'identité et à la connaissance de soi. Je suis psychopraticien, hypnopraticien, je suis consultant, formateur. Je forme des adultes, j'accompagne des jeunes à trouver leur voie. Je forme dans l'institution scolaire et professionnelle. Et depuis 2017, j'ai conçu 3 méthodes d'accompagnement. L'orientation intrapersonnelle que j'ai développée et qui est une démarche globale d'accompagnement pour aider quiconque à se trouver soi pour trouver sa voie. Il y a presque 600, 700 élèves que j'ai pu accompagner, ou en tout cas à qui j'ai pu transmettre des outils de cette démarche depuis 2017. Le PEA, qui est un outil qui allie hypnose et psychologie analytique pour offrir à chacun une voie de développement personnel et permettre un profond travail sur soi, répondre à cette question un peu de, au fond, qui est-ce que je suis ? Et la laïcité active que je partage plus aux structures jeunesse et puis aux professionnels de l'éducation ou de l'institution, qui est une démarche qui permet de favoriser le vivre ensemble et la tolérance à travers des outils de connaissance de soi. On parle beaucoup de laïcité avec ce qui s'est passé en France dernièrement, sauf que les textes de loi, ça aide pas à créer du vivre ensemble. Donc là, on va voir comment avec la connaissance de soi, mais justement, on peut créer de l'empathie et aider une personne à se mettre à la place des autres. Donc voilà, je suis aussi auteur de 5 livres, dont ces 4 livres que vous pouvez retrouver dans la description. Et puis je suis intervenu dans toutes ces structures. Apprenti d'hôtel avec qui je travaille beaucoup. Je forme dans l'enseignement privé. Je travaille avec la PJJ. Je travaille avec le ministère de l'Intérieur, l'éducation nationale du coup pour le côté formation des enseignants. Et puis plein d'autres dispositifs. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, puis à me partager vos questions si toutefois vous avez des questions. J'aurai grand plaisir à échanger sur ces sujets et puis à co-construire peut-être un module pour vos jeunes ou façonner une toute autre démarche d'orientation avec vous pour que chacun puisse trouver sa voie dans un monde qui change. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.